Und nun möchte ich unsere beiden Referentinnen vorstellen und ihnen danach das Wort geben. Sophie Marinopoulos ist Psychologin und Psychoanalytikerin mit Schwerpunkt Kindheit und Familie sowie Gründerin von Les Pâtes au Beurre, Nudeln in Butter, einer Familienberatung, in der Solidarität und Zuhören zentrale Werte sind. Sie ist Autorin zahlreicher Veröffentlichungen und Verlagsgründerin. Sophie Marinopoulos berät das französische Kultur- und auch das Gesundheitsministerium zur frühkindlichen Bildung und setzt sich insbesondere für Chancengleichheit, für die Relevanz der frühen Bildung im Sinne einer gesunden psychoemotionalen Entwicklung des Kindes und gegen jegliche Form von Gewalt ein. Sie warnt vor kultureller Mangelernährung und stellte 2019 als Berichterstatterin im Auftrag des französischen Kulturministeriums Handlungsempfehlungen zusammen für eine Politik der nationalen Strategie für Santé culturelle, also kulturelle Gesundheit, im Sinne der Förderung und Verankerung der frühkindlichen kulturellen Bildung in der Eltern-Kind-Beziehung, mit Fokus eben auf die 0- bis 3-Jährigen. Liebe Sophie Marinopoulos, wie schön, dass Sie heute bei uns sind. Aurélie Lessous, ich freue mich sehr, dass auch Sie heute dabei sind und Sophie Marinopoulos Bericht in die Strategie des französischen Kulturministeriums einordnen werden. Aurélie Lessous ist Projektbeauftragte für frühkindliche kulturelle Bildung, Familie und frühe Kindheit im französischen Kulturministerium in der Generaldirektion für Vermittlung, Regionen und kulturelle Demokratie. Nach beruflichen Etappen im Bereich der zeitgenössischen bildenden Kunst, unter anderem im Palais de Tokio, war sie für das Nationale Zentrum der Bildenden Künste tätig und übernahm dort die Leitung der Abteilung für Partnerschaften und Vermittlung. Seit 2017 ist Aurélie Lessous als Beauftragte des Kulturministeriums Ansprechpartnerin für das Gesundheitsministerium und in dieser Funktion verantwortlich für die Steuerung der nationalen Politik für frühkindliche kulturelle Bildung für Kinder und Familien des Kulturministeriums. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Je termine à présent mon introduction et je vous remercie pour votre écoute et votre patience. Je laisse ainsi la parole à Aurélie Lessous, qui encadrera de ses propos la présentation de Sophie Marinopoulos. Donc, je vous donne la parole, Aurélie. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie moi aussi de, de saluer ici la coopération franco-allemande depuis quelques années, en fait, avec le ministère de la Culture et la Fondation Genzagen, qui est un élément essentiel pour nous hein, dans ce dialogue franco-allemand. Je vais avoir une courte intervention pour ma part là, de 5 minutes un peu pour vous donner un peu le cadre de cette politique d'éveil artistique et culturel avant de laisser place à Sophie Marinopoulos qui vous présentera plus en détail son travail autour de la santé culturelle et les préconisations qu'elle a pu nous faire dans l'organisation et dans la mise en œuvre de la politique d'éveil artistique et culturel. Et puis je reprendrai un petit peu la parole pour vous dire un peu où nous en sommes nous aujourd'hui, à l'issue de ce rapport qui a été évidemment salué par l'ensemble de la communauté petite enfance et professionnelle de la culture. Donc je vais partager mon écran pour pouvoir commencer. En effet, hein, du coup, la politique d'éveil artistique et culturel est pilotée, par le ministère de la Culture, comme vous l'avez dit, avec, une orientation évidemment, centralisée ici en France, mais, elle est, portée sur l'ensemble des territoires avec, nos services qu'on appelle les services déconcentrés, qui sont les directions régionales des affaires culturelles, qui se trouvent dans chaque région, de France. La politique d'éveil artistique et culturel en France, elle s'appuie aussi, sur une conception un petit peu particulière de nos modes d'accueil et je voudrais avant tout revenir sur, la petite enfance en France, pour que vous puissiez comprendre aussi comment cette politique d'éveil artistique et culturel, s'est déclinée, poursuit en tout cas sa son évolution, aujourd'hui. Puisqu'en France, actuellement, on compte environ 2,1 millions d'enfants de moins de 3 ans. Et comme vous l'avez précisé, hein, la question de l'éveil, concerne les enfants de 0 à 3 ans
dans le lien avec leurs parents et leurs accompagnants. Hem et voilà, on a une natalité autour de 740 000 enfants, qui sont nés, par exemple, en 2020. Il y a une particularité aussi qui est à connaître, qui est pas forcément, visible en fait de l'extérieur, hein, mais plus de 64 des enfants de moins de 3 ans sont, gardés par, leur famille. 61 des enfants sont, gardés par leurs parents et on a une petite part de 3 gardés par, des grands-parents ou un autre membre de la famille et l'autre partie, en fait, de mode de garde, hein, c'est vraiment on a, 13 d'accueil des enfants en ce qu'on appelle chez nous un accueil collectif et je vais y revenir dans le document d'après, et environ, un peu moins de 20 avec une assistante maternelle donc, qui est une professionnelle de l'enfance qui garde à son domicile, 1 ou plusieurs enfants jusqu'à 4, ou plus il me semble, enfants, et vous voyez en effet aussi une petite partie école, ici en orange, puisque nous avons, notamment dans des territoires, quand nous on n'a pas le politique de la ville, plutôt défavorisée, des classes ouvertes, pour les plus petits en fait, sur les 2 ans, 2-3 ans. Hem, Avec une adaptation un peu spécifique sur ces classes. Hem et heu et je tiens aussi à rappeler que depuis peu en fait, l'instruction, est obligatoire en France à 3 ans. Je veux bien dire l'instruction, c'est pas l'école qui est obligatoire, puisque nous avons d'autres formes, aussi dans les jardins d'enfants qui sont encore, tout à fait, autorisées voilà, donc ça, c'est aussi une évolution puisque auparavant l'instruction était obligatoire, à partir de 6 ans, même si 99 des enfants en France étaient accueillis à l'école maternelle. Hem, voilà. Dans cette spécificité, française, vous voyez que chaque carré orange représente, un mode d'accueil, en France. Donc, on a, ce qui est de l'ordre de l'accueil collectif, qui sont des lieux, où on va, regrouper, des enfants avec des professionnels, de la petite enfance. À la différence des crèches familiales, qui sont là des regroupements d'assistantes maternelles rattachées à un accueil collectif. Dans l'accueil individuel, on a donc, comme je vous le disais, des assistantes, maternelles, avec, du coup, l'idée d'avoir un professionnel qui garde des enfants, à leur domicile et avec une déclinaison avec, très rapide sur certains modes, et notamment les maisons d'assistantes maternelles que vous voyez tout en bas, ici, qui permettent à ces assistantes maternelles de se regrouper et de faire des activités, communes. Voilà. Donc vous voyez, je passe très vite sur cette explication, en tout cas du panorama, de la petite enfance, en France. Mais c'est ce qui explique aussi, un peu le développement de l'éveil artistique et culturel, puisque, en France, en fait, s'est développée la notion d'éveil artistique et culturel grâce aux artistes, grâce aux professionnels de la petite enfance qui ont mené des actions, directement, dans les crèches. On a, évidemment initiatives assez fortes en Seine-Saint-Denis, donc près de Paris, de musiciens qui sont voilà, qui ont poussé les portes, de ces lieux collectifs, et qui, voilà, qui ont pendant, 30 ans, vraiment, mené, avec conviction, professionnelle et avant tout personnelle, hein, ces activités, d'éveil artistique et culturel. En France, on a signé un premier protocole entre le ministère de la Culture, de l'époque, je ne vais pas vous donner les noms, exacts, là et le ministère, de la Famille, on va dire, en 89. Mais, heu
l'ambition politique, elle n'a pas été vraiment portée, les outils n'ont pas, d'organisation, de gouvernance ne se sont pas vraiment établis, et c'est encore une fois toutes les structures associatives, les professionnels de l'enfance, les artistes qui ont poursuivi ce travail, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même un paysage d'initiatives assez important, autour de l'éveil artistique et culturel. Et il a fallu quand même attendre, 2016, heu, pour pouvoir poser un peu ce principe, politique, notamment grâce au rapport de Sylviane Jampignot sur le développement du jeune enfant et la question du mode d'accueil et de la formation des professionnels où, à l'issue de ce rapport a été établie une charte, en fait, une charte concernant la qualité d'accueil, des jeunes enfants, hem et dans cette charte qui comprend 10 points, on a, un point entier consacré à l'éveil artistique et culturel et l'importance de la rencontre, des arts et de la culture dans le développement de l'enfant. Et donc à l'issue de cette charte, en fait, on a voulu réaffirmer l'engagement politique, un premier protocole, en fait, a été mis en place, en 2000 enfin, un 2 protocole, pardon, a été mis en place en 2017 entre, le ministère, des solidarités et de la santé et le ministère de la culture. On a pendant ces 4 années, hein, donc développé, les outils, de gouvernance, mis en place des référents petite enfance dans nos services déconcentrés, accompagné les actions, pris en compte la question de l'éveil des 0-3 ans dans, tout un ensemble en fait de politiques, interministérielles, que ce soit des politiques de lutte contre la pauvreté, de la cohésion des territoires et dans les prochaines conventions, et renouvellements de conventions autour de la culture et de la justice, de la culture et de la santé médico-sociale, on intègre désormais pleinement la question, de l'éveil artistique et culturel pour, les tout petits de 0 à 3 ans. Le défenseur des droits aussi, a porté ce message en 2018, et donc avec tout cet ensemble d'avancées et de prise en compte politique, c'est vrai qu'on a eu, un besoin, vraiment de poser, un peu les choses et comme vous l'expliquera, Sophie, Marinopoulos, elle nous a alertés, elle a alerté Françoise Nyssen, ministre de la Culture, à l'époque, sur ce besoin en fait en tout cas sur cette question de malnutrition culturelle qu'elle vous expliquera, et a proposé de faire un rapport et de faire des préconisations, aux 2 ministères, autour de l'éveil culturel et artistique qu'elle a conceptualisé, hem, en santé culturelle. Hem, D'autres éléments sont venus, enrichir, tout cela et enrichir la politique, qui est la remise du rapport de la commission des 1000 premiers jours, hein, qui est une commission, qui est rattachée à l'Élysée, chez nous, et qui s'est intéressée en effet à l'ensemble des questions, du jeune enfant dans ces 1000 premiers jours. Et cette année, en 2020, on a lancé, et très prochainement, en fait, dans les semaines à venir, on lance, le déploiement du plan de formation des 600 000 professionnels de la petite enfance dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Voilà et c'était pour vous dresser très, très, très rapidement, cette question, politique et cette organisation, et donc je laisse Sophie, vous présenter en effet son rapport et pour vous dire que ce rapport, en tout cas une adaptation du rapport, une synthèse plus quelques éléments, scientifiques du rapport, va être très, très prochainement disponible, en anglais, également. Alors je suis désolée, il n'est pas prêt aujourd'hui, il devait l'être, donc grâce à l'ACITEJ France et je salue François, Fogel qui est parmi nous aujourd'hui, nous avons pu, mettre en place cette traduction et l'ACITEJ en assurera sa diffusion et je leur en remercie. Sophie, je vous laisse la parole. Merci, merci bien.
Merci de votre invitation tout d'abord et merci à la Fondation Genshagen, à sa directrice, Madame Angelika Eder, qui nous a très gentiment accueillis pour la préparation. C'était bien agréable et merci à vous, Julia, d'être là pour modérer, accompagnée d'Anke Dietrich. Donc une invitation qui m'honore et puis j'ai besoin de le dire et de le redire. Je suis d'autant plus heureuse que je la partage avec Aurélie Lessoux, qui a joué un rôle de soutien très important pendant ce rapport. Donc c'est l'occasion de la remercier à nouveau parce que écrire un rapport et conceptualiser, théoriser demande beaucoup d'énergie et de temps et c'est un travail assez solitaire. Donc les moments de lien qu'elle a pu tenir et les organisations que nous avons pu avoir ensemble ont été très très importants. Alors c'est un rapport qui a une histoire. Donc, je vais commencer par cette histoire puisque il part de mon travail de psychologue, de psychanalyste. Je ne viens pas du monde de la culture. Je suis une soignante auprès des enfants et de leurs parents et je m'occupe de leurs relations, de leurs liens, de la construction de leur histoire ensemble. J'ai longtemps travaillé dans ce qu'on appelle en France les CMPP, les centres médico-psychopédagogiques, qui sont des lieux où les parents peuvent aller quand les enfants leur posent question ou quand les liens sont malmenés, quel que soit l'âge de l'enfant. J'ai aussi longtemps travaillé en maternité. Et puis, il y a 22 ans, j'ai bifurqué, on va dire. J'ai créé un nouvel espace de travail, d'accueil pour les familles, une structure associative, donc à but non lucratif, dans lesquelles des équipes de psychologues, de psychiatres, de psychomotriciens se relaient pour accueillir les familles gratuitement, anonymement, sans rendez-vous, sans aucune limite d'âge pour les enfants et dans lesquels les parents peuvent venir avec ou sans son enfant. Je suis très attachée aux valeurs de solidarité, d'égalité, de mixité sociale et culturelle et de lutte contre toute forme de violence. Ce lieu est un lieu un peu particulier puisque j'ai troqué mon bureau contre une cuisine et depuis 22 ans, je travaille dans une cuisine où les parents poussent la porte et viennent nous voir. Il s'agissait de rendre accessible aussi la question de la santé, côté santé de la relation, de les soutenir pour qu'ils arrivent jusqu'à nous, de les laisser acteurs aussi de leur demande d'être aidés. Donc ces lieux s'appellent les pâtes au beurre parce que les pâtes, je pense que c'est un plat très partagé. Au beurre parce que je suis, nantaise, donc du nord de la France où le beurre est très important pour nous, on en met partout. Donc voilà l'histoire de ce nom et dans cette cuisine, j'ai pu voir se dessiner au fil du temps des familles éprouvées, fatiguées, en grand questionnement dans les relations, à leurs enfants, avec des plaintes très précoces, centrées sur des sentiments de ne pas toujours comprendre leurs enfants, de ne pas réussir à être bien avec eux, heu, de ne pas vraiment savoir, de quoi ils ont besoin et toutes les prédispositions parentales que nous connaissons tous de ces parents qui vont accompagner la communication de leur tout petit, leur socialisation, qui vont être capables d'évaluer son éveil, de comprendre son état affectif, de réguler ses émotions. Toutes ces habilités premières qu'on appelle, les habilités, proto-conversationnelles, c'est finalement, tout ce qui concerne les premières communications prélinguistiques, la socialisation finalement précoce du tout petit, eh bien, disparaissait au profit de pratiques parentales très sanitaires, très hygiénistes, donc qui prenaient peu en compte les temps d'éveil, les temps ensemble, les temps de partage, tout ce qui fait la part vivante du lien. Donc je dirais que leur fonction interprétative de ces parents, de ces jeunes parents dans le sens, devenant parents, leur réponse empathique, les fonctions contenantes, vous voyez cette capacité
à envelopper le bébé pour l'accompagner dans les transformations émotionnelles et sensorielles qui construit sa vie interne, ses ressources internes, et bien finalement était très appauvrie. Ça m'a beaucoup inquiétée, d'autant que nous parlons de modernité. Donc, qui dit modernité devrait dire mieux-être, meilleure vie, enfin on pourrait imaginer ça comme ça. Donc ces liens familiaux très hygiénistes, presque mécaniques, je le caricature un tout petit peu parce que le jeu de l'intervention, c'est 20 minutes. Donc je suis obligée de vous faire des petits sauts de pensée. Bien, tout ça, moi, je l'inscris dans un contexte de mutation contemporaine. Alors, on pourrait tirer quelques fils. Certes, l'écran occupe une place dans la vie des parents, dans la vie des adultes, dans la vie des enfants. Personnellement, je ne suis pas particulièrement opposée aux écrans qui peuvent avoir un magnifique aussi rôle de médiation parent-enfant, mais sûrement l'écran aujourd'hui est trop utilisé dans la rupture relationnelle, c'est-à-dire on a besoin de temps pour soi, donc on va mettre l'enfant devant l'écran. Ça, c'est des messages de santé qu'on devrait faire passer aux parents. En tous les cas, l'écran, bien sûr, dans ces mutations, joue un rôle. Le stress, l'irritabilité parentale, parce qu'il y a une disruption, c'est-à-dire que le temps de la vie est escamoté. Je vois des parents qui courent tout le temps, des parents qui n'arrivent pas à se poser, qui vont justement faire les choses très bien au niveau sanitaire, mais un sanitaire qui ne s'occupe que du corps physiologique, hein. Une prolétarisation des parents dans le sens d'Hannah Arendt, de la perte de leur créativité. C'est-à-dire on a beaucoup normé la parentalité, on a beaucoup attendu de performance parentale, on parle même de compétences parentales, et au détriment de la singularité et de la créativité. C'est la raison pour laquelle j'ai dénoncé finalement ces situations en parlant de malnutrition culturelle et en montrant à quel point nos relations humaines se sont appauvries. Nous nous parlons peu, moins, ou alors sur un mode très informatif, mais peu narratif. La narrativité a disparu des liens familiaux. Donc on vit dans une forme d'opulence dans nos sociétés, mais nous sommes malnutris. Et j'ai ressenti le besoin de partager cette préoccupation, parce que derrière cette préoccupation, il y a la montée en puissance d'une forme de violence, violence verbale et violence physique. On sait pertinemment que moins on est apaisé et pacifié, plus on va aller du côté du passage à l'acte et du côté de la violence. Donc c'est une question qui ne concerne pas seulement les enfants et les parents, mais qui concerne la société. Et prendre soin, bien sûr, des enfants et de leurs parents, c'est prendre soin de notre société. Donc là, le rapport, c'est une sonnette d'alarme. Il a été permis par la ministre Madame Françoise Nyssen, et c'est un rapport certes qui a été écrit en France grâce à Madame Nyssen, mais qui a la volonté de se partager, d'où mon bonheur d'être avec vous aujourd'hui, puisque c'est l'occasion d'échanger, de partager, de poursuivre la réflexion, de continuer à penser ensemble, euh, afin que nous ne perdions pas de vue les conditions de notre humanité. Et c'est la raison pour laquelle, dans le rapport, j'ai beaucoup argumenté d'un point de vue scientifique sur une question très simple au départ. Qui sommes-nous, les humains? Et en répondant immédiatement, mais nous sommes une espèce particulière, hein, puisque nous naissons prématurés, puisque nous sommes incapables à la naissance de nous débrouiller seuls et que nous avons besoin d'un autre que soi, ce que les scientifiques appellent la néothénie. Nous naissons dépendants. Donc, finalement, la construction du sujet humain, c'est une construction dans et par la relation. Nous sommes une espèce
particulière, nous sommes une espèce qui parle, nous sommes une espèce fabulatrice, dit cet auteur Nancy Huston. Et les enfants, finalement, les premiers sur lesquels ils vont compter pour pouvoir s'engager dans la vie, pour lui donner du sens, pour l'interpréter, pour le comprendre, ça va être bien sûr ses parents qui sont ses premiers interlocuteurs, qui sont ses passeurs de culture, ils vont lui transmettre non seulement des valeurs, mais aussi cette culture familiale et la culture plus générale de notre humanité. Et le bébé humain, alors d'accord, il n'est pas équipé pour survivre tout seul. Ça, c'est exact. Nous sommes donc des petits néothènes, mais nous sommes équipés pour grandir en humanité. Et c'est extraordinaire. Et vous tous, nous tous qui avons vu un bébé, nous voyons à quel point ils vont compenser cette condition néothénique native de dépendant par une ouverture à l'autre. Et le bébé humain est un acteur premier de son grandir par sa capacité à vouloir transmettre ses états internes à ses parents de manière multimodale, c'est-à-dire par tous ses sens, toute sa sensorialité est éveillée. Et à tous les âges de leur vie, ces bébés ont besoin qu'on s'intéresse à leur esprit curieux, à la jeunesse de leurs émotions. Et d'ailleurs, on parle de boucles de motivation mutuelle. Je pense à la chercheuse Maya Gratier, c'est-à-dire que la motivation du bébé motive l'adulte. Les paroles affectueuses, les initiations de jeux sociaux, les appréciations de nouvelles compétences, quand le parent s'exclame parce que ce bébé a fait un progrès, a fait une nouvelle expérience et qu'il reçoit à la fois une admiration sonore et pleine d'émotions qui le nourrit pleinement. C'est tout cela dont les parents n'ont plus beaucoup de temps et dont je parle dans la malnutrition culturelle et tout ce qui prend en compte la curiosité du bébé. Mais prendre en compte la curiosité du bébé pour le comprendre, l'accompagner, le soutenir dans les ébauches narratives qui sont avant tout sensorielles. C'est dans les bras qu'il raconte la première histoire et c'est dans les bras qu'il entend la première histoire parentale et que la culture humaine s'exprime. Eh bien, c'est ça qu'il faut défendre. Et c'est en cela que pour entrer dans le langage, pour entrer dans le récit, puisque nous sommes des êtres de récit, eh bien, il faut qu'on soit en bonne santé relationnelle, il faut qu'on puisse porter ces dialogues toniques sensoriels, puisque notre culture, cette culture des liens, commence par le corps à corps, et les bébés ont besoin d'un ancrage et corporel et interactif. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'être dans les bras. Faut-il entrer en relation. Et nous savons bien que pour qu'un bébé pense, il faut qu'il soit pensé. C'est parce que l'autre est là et le pense qu'il va pouvoir se mettre à penser sur ce qu'il est en train d'expérimenter. Donc, l'éveil culturel et artistique est au cœur de mon rapport. Et je dis bien culturel et artistique. C'est notre culture, le récit, qui s'exprime par les arts et pas les arts et la culture après. Non, c'est l'éveil culturel et artistique. Et c'est pour ça que vous verrez ce sigle dans mon rapport que nous avons gardé dans la version anglaise, donc qui trouve toute sa place et son sens dans le projet de notre humanité à préserver, à valoriser. Et le rapport a pris soin d'argumenter, parce que vous savez bien que quand on veut défendre l'éveil des tout-petits, il faut qu'on apporte la preuve que ça serve à quelque chose, bien sûr. Donc l'argumentation scientifique vient dire oui, c'est absolument fondamental, mais ça a été aussi la nécessité d'argumenter sur qu'est-ce que c'est qu'un parent, comment grandit un parent, comment il va à la rencontre de ce tout petit, comment il le reçoit,
comment il le transforme une fois que l'enfant est né, comment cet enfant devient le fils ou la fille de son parent. C'est une sacrée métamorphose, c'est une sacrée construction qui se vit et se partage dans la relation. D'où, une fois encore, l'importance de la relation, cette culture qui va nourrir. Et puis, bien sûr, une fois que j'avais pu argumenter, Madame Nyssen, la ministre de l'époque, m'a demandé de lui dire, mais finalement, quelles sont les expériences? Est-ce qu'il y a des initiatives? Il y en a énormément. Alors, avec des inégalités territoriales qui sont un souci et qui restent aujourd'hui, en effet, une question à poursuivre, il faudrait qu'il y ait les mêmes, bien sûr, les mêmes offres, quel que soit le lieu où on vit en France. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ça. Donc ça fait partie de nos préoccupations, ces inégalités territoriales. Et puis, une fois que tout ça a été posé, c'est de dire, maintenant, ça serait quoi une politique culturelle à dimension sociale, et qu'est-ce qu'elle offrirait? Eh bien, elle offrirait justement une nouvelle présentation de la santé, une santé qui n'est pas qu'un corps, hein, mais qui est aussi un corps traversé, éprouvé, un corps en relation. Et la culture, c'est ça. La culture, c'est pas du patrimoine. La culture, c'est être touché par la rencontre, hein. C'est naturellement quelque chose qui va venir nous transformer de l'intérieur, et nous pacifier et nous apaiser dans notre être. Donc, ce regard nouveau veut dire que si la santé, elle est culturelle, alors la culture doit être partout, bien sûr, et que nous devons la mettre comme un vecteur. On doit retrouver l'éveil culturel et artistique comme des recommandations de santé. On doit les voir dans nos carnets de santé. On doit rencontrer des artistes dans des lieux de santé, dans des lieux où les parents vont, dans les bibliothèques. On doit absolument pouvoir partout retrouver de l'éveil culturel et artistique. Et bien entendu, le rapport a beaucoup parlé des artistes. Et j'y tenais, non seulement des artistes, mais aussi des professionnels de l'enfance qui travaillent main dans la main. Parce que les artistes, ils vont proposer des objets culturels et artistiques, des chansons, des comptines, des spectacles, qui sont des médiateurs privilégiés de la rencontre du parent et de l'enfant. Et que les artistes, eux, ils portent l'objectif de cette santé culturelle, qui n'est pas la finalité d'une réussite. L'artiste, il accompagne l'enfant dans son développement en mettant à sa disposition les éléments dont il a besoin pour grandir, pour qu'il puisse puiser finalement dans les propositions d'expériences culturelles, dans un climat relationnel qui va apporter une sécurité affective. Il ne s'agit pas du tout de forcer l'enfant dans son développement pour le rendre compétent, dans le souci qu'il soit performant. On ne fait pas de la musique pour devenir un super musicien, mais pas pour de l'apprentissage précoce, mais pour qu'il puisse justement avoir tous les éléments qui lui permettent de grandir d'une manière apaisée avec des ressources internes. Donc moi, c'est ce que j'ai appelé dans mon rapport cette politique d'attention, mais sans intention, hein. C'est une politique de l'émerveillement qui laisse l'enfant savourer son expérience vécue. Et il y a en toile de fond, dans une politique de l'éveil culturel et artistique, quelque chose justement, en cela, on pourrait considérer qu'il y a une dimension révolutionnaire. Ça fait 40, 50 ans qu'on est révolutionnaire. C'est pas le rapport qu'il est, c'est ce que font tous ces artistes et ces professionnels sur le terrain, hein. Parce que justement, on essaye dans une société qui ne cesse de valoriser la compétence, cet apprentissage pour être performant, on vient justement briser ce primat de l'utilitaire, parce que si on est là-dedans, on prive l'enfant de culture, très clairement. Si on doit apprendre pour être compétent, on quitte le monde de la culture. Et on doit préserver les espaces d'illusion, d'imaginaire, de créativité pour que l'enfant, justement, puisse grandir. Donc cet artiste, il répond à ces besoins du bébé et il propose un univers auquel nous devons, ça c'est
ma proposition et mon désir auquel nous devons être attachés collectivement parce qu'il ne s'agit pas des bébés, il s'agit de notre humanité, il s'agit de nous tous, il s'agit d'accompagner cette génération. Je vais finir sur le fait que cette politique de l'éveil culturel et artistique, c'est pas, une politique, voilà, pour les enfants naïfs et gentils qui veut faire le bien dans le monde. Pas du tout, hein. C'est une politique qui accompagne des discours, d'autres penseurs, et je vais vous en donner 4 très rapidement. Je m'excuse, je n'ai pas du tout de qualité à apprendre des langues étrangères, donc je lis soit j'ai des traductions et j'ai la chance d'aborder des auteurs étrangers, soit malheureusement, je m'en tiens à des écrits français, mais enfin, il y a quand même beaucoup d'écrits que j'arrive à avoir en langue française. Donc je pense à Éloi Laurent qui, lui, est en effet français, mais qui travaille aux États-Unis, qui est un économiste et qui parle de la pleine santé et qui, en tant qu'économiste, propose pour le XXIe siècle justement de dire que l'objectif, c'est la pleine santé en tant que santé sociale, ce qui nous relie les uns aux autres, ce qui nous relie à l'écosystème et la biodiversité. Pour lui, c'est le grand médiateur, l'indicateur de bien-être qui nous relie à la biosphère et aux écosystèmes. Donc, à ses yeux, la croissance n'est pas l'avenir de la santé. Ce qui conduit à une meilleure santé, c'est une meilleure politique de santé. Et dans cette meilleure politique de santé, personnellement, bien entendu, j'ai inscrit l'éveil culturel et artistique. Le deuxième auteur, Patrick Vivray, que vous connaissez, puisque j'ai vu que vous avez mis en place l'Académie sous les arbres et que Patrick Vivray est un philosophe qui défend la nécessité de construire de nouveaux indicateurs de richesse et il a initié les rencontres internationales de dialogue en humanité. C'est lui qui parle de ce qui compte et de ce que l'on compte et qui rappelle que quand on interroge qui que ce soit sur ce qui compte le plus pour lui, ben les biens matériels arrivent à peine 5%. Ce qui arrive, premièrement, c'est les liens familiaux, les liens d'aimance. C'est ce qui compte, c'est pas ce que l'on compte. Et puis, les travaux de Kate Pickett et Richard Wilkinson, tous les deux épidémiologistes anglais, qui prônent la nécessité de l'égalité comme vecteur de bonheur collectif. Et ils ont mis en évidence que les sociétés qui sont marquées par de profonds écarts de revenus entre riches et pauvres ont beaucoup plus de risques que ceux des sociétés égalitaires de souffrir d'un large éventail de problèmes sanitaires et sociaux. Donc leur élément de preuve repose sur le fait que l'inégalité a des effets psychologiques majeurs et qu'un grand nombre de problèmes découlent d'un stress social accru. Donc l'inégalité s'immisce dans les esprits et intensifie l'anxiété. Donc vivre dans une société inégalitaire modifie même nos émotions et nos façons de penser et de communiquer. Là encore, nous avons tout intérêt à travailler sur l'égalité entre les enfants, les parents, entre nous tous, pour justement porter des sociétés égalitaires. Et puis le dernier auteur, Baptiste Morisot, philosophe lui aussi, qui parle de la crise de la sensibilité. Il est très engagé sur les questions de la nature et il entend par crise de la sensibilité, il entend l'appauvrissement de ce que nous pouvons sentir, percevoir, comprendre et tisser comme relation à l'égard du vivant, une réduction de la gamme d'affects, de percepts, de concepts et de pratiques nous reliant à lui. Cette crise de la sensibilité qui fait la démonstration que les humains ont perdu le contact avec le monde des vivants est à prendre très au sérieux, me semble-t-il, et revient à ce que nous devons absolument préserver, à savoir ce que nous faisons tous, me semble-t-il, aujourd'hui, ensemble, à savoir un éveil au sensible et à l'esthétique que porte l'éveil culturel et artistique. Donc, en conclusion, eh bien, j'avais conclu d'ailleurs mon rapport ainsi. Il me semble que nous devrions inscrire le droit à l'éveil dans le droit de l'homme, inscrire le droit à l'éveil dans la Déclaration des droits de l'enfant et que la
santé culturelle prenne sa place dans les programmes de l'OMS. C'est juste la façon dont le travail de Sophie, oriente aussi notre travail politique aujourd'hui et la question est centrale est bien de savoir comment cet éveil artistique et culturel peut s'inscrire dans le quotidien, des enfants et de leurs familles, et la façon dont on va pouvoir, former les professionnels de la petite enfance et les artistes, à cette question-là et la façon dont ça va se décliner, de manière encore plus, probante sur les territoires. Et je voulais juste vous montrer, du coup, un petit élément de communication qu'on souhaite, vous partager pour que, cette question de l'éveil s'inscrive dans le quotidien. On a, avec l'impulsion de Sophie Marinopoulos, mis en place ce qu'on appelle un kit de la santé culturelle, qui est en fait un kit, imprimable pour l'ensemble des structures petite enfance et des structures culturelles autour de la santé culturelle, avec des affiches, des petites cartes postales pour les parents, des stickers déclinables en différentes tailles. Et je vous montre juste pour finir avec une petite note, d'artiste et graphique, ce visuel, en tout cas autour de la santé culturelle. Voilà, vous voyez du coup, ma santé à moi, elle est culturelle. C'est vraiment le mot, fort, conçu par Sophie Marinopoulos pour parler directement, aux parents, à tous, aux professionnels, dans des lieux, que ça soit des lieux culturels de la petite enfance, des centres sociaux, des hôpitaux, enfin voilà. Là où on retrouve l'enfant, on retrouvera, cette question de, la culture, élément de santé. Voilà. Alors, je crois qu'il y a pas vraiment de discipline, mise en avant plus qu'une autre. L'ensemble des arts et de la culture sont des éléments essentiels, hein, dans cette question de l'éveil, et je laisserai Sophie peut-être développer un peu plus, cette question-là. Évidemment, la chaîne du livre et la question du livre et des albums est beaucoup plus développée, en France, en direction de la toute petite enfance, mais il y a, aussi donc des actions vraiment très, importantes autour de la création, des arts vivants. Et dans la question des politiques, en fait, ça s'ancre dans cette question de maillage territorial en France, puisque, la conviction, politique, elle se fait aussi dans chaque région, puisque les services déconcentrés, les directions régionales d'affaires culturelles signent des conventions, pour une action artistique et culturelle pour les habitants avec des orientations en fonction des âges ou en fonction des territoires. Et c'est là où en fait, il y a un travail un peu fin qui s'articule depuis la nomination de référents, de culture petite enfance depuis 2018-2019, où là en fait chaque, service, régionaux va, contractualiser avec, les collectivités territoriales, que ce soit les régions, les départements ou les communautés de communes. Voilà. Mais évidemment, on a un vrai travail de conviction à faire et c'est un travail qui se fait avec les fédérations qu'on a. Nous, on a des grandes associations d'élus, aussi qui se mettent en place, voilà. Oui, sur le rapport en lui-même, alors vous dites qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça peut-être pour, se faire entendre ou se faire comprendre? Heu, j'expliquais en commençant que je suis une soignante et que je parle beaucoup de santé psychique et j'ai pendant, 10-20 ans, essayé d'alerter sur notre mauvaise santé psychique. J'ai parlé pendant 20 ans, toute seule, en fait, hein, et puis, j'ai commencé à parler de santé relationnelle. Alors là, un petit peu d'écoute. Bon, c'est un peu plus accessible et puis là, j'ai évoqué la santé culturelle et j'ai vu un changement chez mes interlocuteurs, quels qu'ils soient. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a touché et j'évoquais tout à l'heure la culture, c'est ça, la culture des mots. On ne peut se parler que s'il y a un moment où on arrive à toucher l'autre et qu'il puisse en effet s'identifier un tant soit peu à ce dont on parle. Eh bien quand j'évoque qu'un bébé peut boire son biberon en entier
et en même temps être affamé à la fin, parce qu'il y a un bout de lui qui n'a pas été nourri. Il y a un bout de lui qui est affamé parce que pendant que son père ou sa mère tenait le biberon, il regardait son écran de portable et qu'il était ailleurs. C'est tous les travaux de la dépression du postpartum, c'est tous les travaux de la carence affective qui sont là depuis les années 50 et qui nous ont montré comment le holding winnicotien, porter, c'est pas simplement des bras qui portent, c'est aussi la pensée, c'est la présence psychique, c'est celle-là qui nourrit, c'est-à-dire le désir, la question du désir de donner, de transmettre, de se parler, d'être ensemble, de vivre ensemble. C'est cette dimension-là. Et ce que je trouve en effet important pour nous tous, mais c'est ça, pacifier, apaiser nos relations humaines, c'est que c'est un sacré travail d'essayer de se comprendre et de partager ensemble une préoccupation, et les mots sont très importants. Alors ça, c'est une première réponse, c'est-à-dire que moi, vous l'entendez derrière, il y a une dimension politique d'une volonté que l'on puisse accompagner un changement du monde nécessaire, une société en transition. On ne peut pas continuer à vivre comme on vit aujourd'hui, et ce n'est pas réservé à la France. Nous sommes tous dans cette préoccupation. On voit bien qu'il y a quelque chose qui achoppe dans nos qualités humaines, dans la qualité de vivre ensemble. Donc, réussir à se parler, à chercher le juste mot, celui qui va permettre que nos échanges soient constructifs. Nous, on en a vu sur le terrain. Je n'ai jamais autant été écoutée par les politiques qu'aujourd'hui. J'étais dans la commission des 1000 jours mis en place par l'Élysée. Eh bien, en effet, j'ai pu emmener avec moi ma valise de l'éveil culturel et artistique et j'ai été entendue. Donc, on sent que les choses bougent, et le fait que j'ai été entendue plutôt en tant qu'on va dire expert fait que, en effet, tous ceux qui œuvrent depuis si longtemps, comme Aurélie et comme d'autres, eh bien, vont se saisir de ça et faire tout de suite émerger les politiques qui vont avec. Je suis bien incapable de faire la politique toute seule, mais je dirais, c'est une question politique dans le sens, c'est un regard, c'est une proposition d'un regard qui doit changer. Donc ça en fait partie. Après, on ne peut pas rester dans son domaine. Il faut écouter les économistes, il faut écouter les épidémiologues, il faut écouter les écologues. Il faut véritablement partager ensemble et essayer de trouver des ponts langagiers une fois encore. Parce qu'on utilise chacun nos termes, mais on ne se comprend pas toujours. Or, il y a une force quand on met tous les travaux en commun. Il y a une force qui ressort, et il y a une évidence qui nous guide pour des politiques à venir.